souverains puissants, habillés de soie et de velours, grands États bien ordonnés, industrie opulente, voilà ce qui caractérise le royaume du Congo en 1482, lorsque le navigateur portugais Diego découvre l'embouchure du fleuve Congo et entre en contact avec les sujets du royaume du Congo. C'est un royaume alors puissant, riche et organisé. La capitale s'appelle Banza-Congo, aujourd'hui une ville située en Angola, un peu au sud de Matadi. Au cours de la première décennie de contact, le Congo et le Portugal établissent une relation diplomatique cordiale. Le roi Congo Nzinga Kuyu, 1480-1505, autorise ainsi les missionnaires portugais dans son royaume et envoie en échange 4 notables sur leur bateau. Ces derniers allaient apprendre la langue portugaise et la religion catholique en même temps qu'ils allaient être fascinés par les réalités du Portugal. Rentrés au royaume du Congo, les 4 notables relatent leur voyage au souverain Nzinga Kuyu. Fasciné par les faits relatés, le roi Congo se convertit à la religion catholique, se fait baptiser en 1491 et prend le nom de Don Juan. Mais le christianisme doit l'essentiel de son expansion à son fils, le prince Nzinga Mbemba, qui va devenir profondément chrétien et régner sur le royaume du Congo de 1506 à 1543 sous son nom de baptême Alfonso Ier. C'est une période de grande prospérité et de consolidation. Le nom de la capitale devient alors São Salvador. Le roi du Portugal le proclama son égal. Il lui attribua un blason inscrit dans le livre de la noblesse, conservé à la Torre do Tombo. Le blason de Manicongo faisait désormais partie du plus important armorial portugais de l'époque. Le prince Nzinga Mbemba appuie sa puissance sur le commerce avec les Portugais, y compris en répondant à la demande d'esclaves par les Portugais en y organisant des raids dans les régions voisines. Dès 1506, le fils d'Alfonso Ier, Henriquet, de son vrai nom Kinu Abemba, et un neveu maternel du roi Rodrigo, furent envoyés à Lisbonne afin d'étudier. En 1511, c'est le tour d'un frère cadet du souverain et de quelques neveux de s'appliquer durant quelque temps à la lecture et à l'écriture. En 1512, 19 gens partirent, puis une vingtaine au cours de l'année 1516. 2 de ses élèves connaîtront cependant la renommée, dont Henriquet, qui deviendra évêque, et un neveu du roi, Dom Alfonso, qui sera professeur et tiendra une école publique d'humanité à Lisbonne. Il faut savoir que de grandes figures politiques du royaume Congo ont marqué l'Europe bien avant la période contemporaine. Ici, nous avons l'exemple de ce tableau, qui est l'œuvre de Jasper Beck, un peintre néerlandais du XVIIe siècle. D'après les inscriptions au dos de ce tableau, est dressé le portrait de Dom Miguel de Castro, l'émissaire du royaume du Congo envoyé sur le territoire du Brésil néerlandais afin de négocier une alliance diplomatique avec les Pays-Bas. En costume d'apparat et coiffé d'un grand chapeau à plumes rouges, l'ambassadeur africain est habillé à la mode européenne. Dans son voyage, Dom Miguel de Castro est accompagné par 2 domestiques que l'artiste a également représentés et dont le nom est donné au dos des toiles, Pedro Sunda et Diego Bemba. Ceux-ci posent dans des habits de velours vert aux boutons dorés. L'un d'eux porte une défense d'éléphant qui apparaît à la fois comme un signe de la puissance de son maître et un rappel de son africanité. Tous 3 sont habillés selon la mode portugaise et les serviteurs montrent les cadeaux qu'ils ont apportés ou reçus. Envoyés par le souverain de Son'o en 1643 ou 1644, ils sont arrivés aux Pays-Bas dans le cadre d'une délégation envoyée par le souverain de Son'o, une province du Congo via le Brésil. L'un des objectifs du voyage était de trouver une solution à un conflit interne au Congo. Les 3 portraits ont peut-être été peints au Brésil par Jaspar Bex. En 1654, Johan Moritz a donné ces tableaux au roi danois Frédéric III.
Les peintures ont été exposées à la Royal Danish Kunstkammer aux côtés d'autres peintures et objets relatifs aux colonies. Ici, nous avons une peinture à l'huile du XVIe siècle, réalisée par un peintre flamand anonyme, révélant la présence africaine dans l'Europe de la Renaissance. Je trouvais intéressant de parler de cette peinture et de la mentionner dans cette vidéo. Cette œuvre représente une scène devant le Chafariz del Rei, dans le quartier de l'Alfama à Lisbonne, au Portugal. Suite à l'expansion du christianisme par le prince Nzinga Bemba, la christianisation des terres du Congo, qui fit l'objet d'écrits multiples, est alors prise en charge par des jésuites portugais et plus tard aussi par des capucins italiens. L'Église s'adresse expressément aux couches supérieures de la population. L'Église du XVIe siècle représente le pouvoir et la richesse, et l'élite du royaume du Congo y est sensible. Les riches se font baptiser et s'octroient des titres de noblesse portugais. Certains apprennent à lire et à écrire. Des églises sont bâties et les idoles locales brûlées. À Banza, Congo, la capitale, une cathédrale est érigée, mais ailleurs aussi, des gouverneurs de province font construire de petites églises. Des couches plus larges de la population s'intéressent à cette nouvelle religion. Pendant 2 siècles au moins, l'évangélisation fut vigoureusement menée, avec des actions diplomatiques, commerciales et militaires. Elle durera presque sans interruption, bien que sous des formes diverses et d'intensité variable, jusqu'en plein XIXe siècle. L'évangélisation du royaume a la particularité d'avoir été encouragée par les monarques congolais. Les rois convertis aident les missionnaires dans l'œuvre d'évangélisation, ce qui favorise l'introduction de l'iconographie chrétienne dans le royaume et appelle à détruire les idoles locales. Ainsi, l'Église stimula la production d'objets qui adaptaient la créativité locale aux symboles visuels de l'imagerie chrétienne. Ainsi, la réinterprétation par les artistes locaux des œuvres d'inspiration chrétienne a donné lieu dès le XVe siècle à une production inédite d'objets. Parmi les plus anciens objets africains préservés en Europe se trouve un certain nombre d'objets de prestige créés par les artistes congos. Quelques expositions ont présenté non seulement des œuvres en provenance du célèbre État connu sous le nom de Congo, mais aussi d'autres créées dans des États voisins et culturellement connectés tels que le royaume de Luango. Ici, avec l'exemple de l'exposition du Jourdain au Congo, qui a mis en avant les créations d'artistes régionaux d'une même période. On y voit des crucifix, des figures de saints comme Saint Antoine qui manifestent la présence portugaise, ou encore des mises en scène de personnages, les bras relevés à l'horizontale évoquant la crucifixion. Ici, nous avons un autre exemple avec l'exposition Congo Power and Majesty. Avec l'exemple de ces ivoires incisés de motifs géométriques qui entrèrent dans les collections de princes et de riches marchands européens entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ici, une série d'éléphants en ivoire qui se trouvait dans les collections des Médicis, du vivant de Giovanni de Médicis, probablement expédié comme cadeau diplomatique par des dirigeants congos pendant l'ère de l'exploration. Admirées comme des merveilles de l'ingéniosité humaine, ces œuvres Congo ont été conservées dans les Kunstkammer princières européennes, aux côtés d'autres créations précieuses et exotiques du monde entier. D'autres types de crucifix apparaissent dans l'exposition. Les artistes les plus doués du royaume Congo étaient très recherchés. Clients et mécènes faisaient appel à leur talent pour la production d'œuvres de tout genre. Alors même que l'identité de chaque sculpteur n'est pas documentée, leurs travaux sont connus grâce aux témoignages artistiques ayant survécu dans les collections occidentales. Les historiens de l'art ont défini les traits sculpturaux propres à des ateliers particuliers. Ces derniers sont identifiés d'après les lieux associés à leur création. L'exposition Congo Power and Majesty regroupa les œuvres produites par 3 maîtres sculpteurs et talentueux d'Afrique centrale.
Ici, nous avons le maître de Cassadi, le maître de Macaya Vista et ainsi le maître de Boma Vondé. Les successeurs d'Afonso ont connu des années de troubles et de guerres civiles. Le successeur d'Afonso, nommé Diogo, 1545-1561, a mené une violente guerre civile et a finalement été remplacé par un successeur choisi par les Portugais, Álvaro Ier, 1568-1587. Álvaro Ier et son successeur Álvaro II, 1587-1614, ont cherché à augmenter leur pouvoir et de limiter l'expansion portugaise dans les parties méridionales du territoire. Comme Afonso et les souverains précédents, Álvaro II écrit à des rois et à des papes pour demander de l'aide afin de mettre fin à la traite des esclaves et éliminer l'influence portugaise, dénonçant ainsi l'attitude hostile des gouverneurs portugais. Antonio Manuel, que nous voyons ici, fut envoyé à Rome en 1604 comme ambassadeur. Sa mission portait à la fois sur les problèmes liés à son voisin portugais, désormais hostile, l'Angola, et sur les difficultés rencontrées avec un évêque nommé par les Portugais qui espérait utiliser la religion pour étendre l'influence portugaise. Antonio Manuel s'est d'abord rendu au Brésil, où il a libéré un noble Congo qui avait été fait esclave. Au cours de son voyage du Brésil vers l'Europe, son navire a été attaqué par des pirates néerlandais. Il réussit à s'échapper, mais arrive à Lisbonne ruiné. Néanmoins, il impressionne ses hôtes européens qui voient en lui un homme urbain et cultivé de grande foi. Antonio Manuel a passé 4 ans à rechercher le soutien de hautes personnalités pour mener à bien sa mission. Il réussit finalement et arrive à Rome en 1608. Mais sa mort soudaine peu après l'a empêché d'engager des négociations. Il reçut les derniers sacrements du pape Paul V et fut enterré. Un buste-portrait de Manuel est conservé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. L'emprise politique portugaise, l'établissement du christianisme et la traite négrière se trouvent étroitement liés. Ils constituent ensemble la structure de la première colonisation. Le royaume de Congo a fourni une main-d'œuvre précieuse au Portugal d'abord, aux îles du Cap-Vert et de Saint-Thomé ensuite, et pour finir au Brésil, aux Antilles et à la Nouvelle-Castille. La traite négrière, justifiée au nom des nécessités économiques, a été une des causes destructrices de l'ancien Congo. Au fil du temps, l'Empire a été sérieusement affaibli par l'épuisement de sa population, ce qui la rend vulnérable aux attaques internes et externes au royaume. Après la mort d'Álvaro II et pendant les 50 années suivantes, il y a eu une série de conflits entre les colons portugais et le royaume du Congo. Ici, une peinture de l'artiste Chibumba Kanda Matulu illustrant ce fait. La bataille d'Ambwila, qui se déroule le 29 octobre 1665, oppose les armées portugaises à celles de l'Empire Congo, alors que celles-ci étaient des partenaires commerciaux depuis près de 2 siècles. À la suite de ce combat, les Portugais, afin de marquer leur victoire, décident de capturer le roi Antonio Ier du Congo, Vinta Kanga, et lui coupent la tête. Sa tête mise sous terre dans la baie de Luanda, les Portugais envoient la couronne et le sceptre à Lisbonne en guise de trophée. Cette mort tragique coïncide avec la naissance du Congo déchiré. En moins de 2 siècles, la capitale Congo aura vécu ces moments glorieux et subi les chocs, invasions, défaites devant les Portugais, luttes résultant des compétitions pour le trône. Les essais de restauration du royaume entrepris sous Pedro IV au tournant du XVIIIe siècle ne parviendront ni à rétablir solidement le pouvoir perdu, ni à rendre sa splendeur à la capitale déchue. Déjà divisé au XVIIIe, l'ancien royaume du Congo s'est trouvé définitivement brisé et dominé au moment des partages coloniaux de la fin du XIXe siècle. Pendant cette période, des milliers d'objets Congo acquis par les fonctionnaires coloniaux et les commerçants européens sont entrés dans les collections ethnographiques nouvellement constituées en Occident.